Maintenant, on va prendre l'avion ou La fusée. ou la fusée. On va C'est prendre pas la l'avion. fusée. On va prendre la fusée pour aller dans On va faire un l'espace. petit tour dans l'espace, exactement. Juste pour vous dire que Telnet, c'est la première entreprise tunisienne ou maghrébine ou africaine, je ne sais pas, africaine, qui a réussi de lancer un satellite africain, un satellite arabe, un satellite tunisien. Voilà, la précision, c'est un satellite tunisien fait par des compétences tunisiennes et des ingénieurs tunisiens. Et parmi ces ingénieurs, Parmi ces ingénieurs, Mohamed Oud Hassan, Sahit, bravo. c'est moitié-moitié tunisien et mauritanien. Là, c'est une fierté pour la Mauritanie aussi, Oui, exactement. que j'ai été choisi aussi pour faire partie de cette équipe. Donc on vous laisse. Pour les ingénieurs aussi, Telnet, elle recrute toujours. Elle cherche des compétences en embarqué, en cloud, en tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas de voir avec Makram qui restera avec nous jusqu'au dimanche. Si vous voulez bien, hein. Je sais نحن pas. ديجا نتقابلوا ديجا وطبيعتنا حتى lundi ou mardi غادي في. Ok, donc on commence. Vous avez 1 heure à ne pas dépasser pour présenter ce que vous avez à nous dévoiler. C'est Makram. Merci beaucoup, Mohamed. Déjà, avant de commencer, je voudrais vous remercier par rapport à l'invitation et par rapport à l'organisation de cet événement. Donc, comme a dit Mohamed, Makram Ben Abdallah, je suis le chef de projet de Telnet, de l'équipe spéciale de Telnet. Donc, cette présentation, elle va vous faire une petite virée dans l'espace. Donc, comme vous le savez, nous avons lancé le premier satellite tunisien, mais toujours il y a des questions. Ce satellite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça veut dire un satellite? Comment Telnet elle a réussi à lancer un satellite? Parce que d'habitude, nous connaissons les satellites, c'est des agences spatiaux qui font ça. La NASA, l'ESA, JAXA, ce sont des agences qui font partie de l'État. Donc là, Telnet elle lance un satellite. Comment ça se fait? C'est quoi ça? Etc. Donc je vais essayer de vous expliquer ça en premier lieu. En second lieu, je vais vous donner une petite présentation par rapport au programme spatial que nous proposons, avec ses différents modules et ses différentes caractéristiques. Bien sûr, bien évidemment, je vais commencer avec une petite présentation de l'entreprise. Donc, Telnet, elle a été créée en 1994. Les pôles principaux de Telnet, ils sont 3. Donc, c'est le développement en recherche, c'est la recherche et le développement dans les nouveaux produits, la télécommunication et l'intégration, l'étude mécanique et PLM Service. Nous comptons 10 sites autour du monde. Donc, comme a dit Mohamed, on recrute toujours. Et ça, c'est un avantage par rapport aux ingénieurs qui veulent rejoindre Telnet, vu qu'actuellement, la tendance, c'est partir à l'étranger et trouver des contrats à l'étranger. Telnet, elle offre, à partir de ces succursales qui sont ouvertes un peu partout dans le monde, de faire des détachements et elle permet aux ingénieurs de travailler dans l'un de ces succursales qui sont ouvertes dans les pays occidentaux. Bien sûr, l'expertise principale, c'est l'ingénierie et le service en ingénierie. Ici, c'est les sites en Tunisie. Donc ça, c'est Telnet Technocentre, où elle est basée l'équipe spatiale. Ici, c'est au centre urbain nord. Ici, nous avons une implantation à Paul Razel. Et ici, c'est notre site à Sfax. Là, c'est les implantations à l'étranger. Donc, nous avons deux bureaux en France, un bureau en Allemagne, un bureau en Arabie Saoudite, un bureau en Sultanate of Oman, et un au Japon et un en Amérique, United States of America, et aussi en Russie, à Moscou. Donc, ça, c'est les pôles dont je vous ai parlé. Je vais aller rapidement. Ici, les expertises de Telnet. Donc, nous avons principalement
lors de la création de Telnet, nous avons commencé avec des systèmes de télécommunication. Et par la suite, nous avons inclus le développement des solutions de paiement et de bornes de paiement qu'on appelle couramment les TPE. Donc, si vous trouvez chez un fournisseur ou dans un magasin une borne de paiement dont le nom du fournisseur est Ingenico, ça c'est développé chez Telnet. Les autres, Verifone, c'est pas à nous. Donc, quand je dis développé, c'est-à-dire le design et l'ingénierie, elle est développée dans nos bureaux. Le logiciel, ainsi que le design hardware et la conception mécanique. Ah. Donc, ici, je cite bien sûr les départements. Un département en industrie pour travailler dans tout ce qui est compteur intelligent. Nous avons des clients anciens comme Sagemcom, etc., qui font appel à nos services. Ici, c'est le département média, donc pour faire le développement en web et en mobile, etc. Et là, c'est le département télécom pour la télécommunication avec des clients internationaux. Le nouveau département dont je parle aujourd'hui, c'est le département spatial. Bon, je vais aller rapidement. Ça, c'est les partenaires, les clients. Ici, c'est les certifications que nous avons par rapport à la qualité de produit et la sécurité d'information. ISO 9001, ISO 27001, etc. On arrive au space. Donc, on a choisi de travailler dans le space à partir du New Space. C'est quoi le New Space? Le New Space, il a permis aux industriels comme nous, aux scientifiques dont il y a un bon nombre d'entre vous ici, de conquérir l'espace, c'est-à-dire de faire des recherches et de tester réellement leurs études dans l'espace. Et aussi, ça s'est démocratisé et ça s'est devenu des plans commerciaux. Donc, comme Elon Musk. Elon Musk, actuellement, il offre un service d'Internet au débit carrément à travers l'espace. Donc, le New Space, c'est quoi? C'est un standard qui est appelé CubeSat. Le standard, il a été créé en 1998 dans l'université Stanford University et l'université de Californie. L'objectif, c'était de standardiser les dimensions du satellite afin de réduire les coûts de fabrication 1 et de réduire les coûts de lancement. Les coûts de lancement, comment? C'est avec la standardisation. Donc, les lanceurs, ils ont des conteneurs qui sont standards comme ça, qui sont installés dans la fusée elle-même. Donc, avant, chaque constructeur de satellite, il faisait sa propre conception mécanique. Du coup, pour lancer le satellite, le lanceur, il devait faire une conception spécifique à celui-là pour pouvoir l'intégrer dans la fusée. En standardisant ces dimensions, ça s'est éliminé. Donc, le standard, il dit quoi? Il dit, le satellite, il doit avoir, c'est un cube, déjà, cube avec une cote de 10 cm. Donc, c'est 10 par 10 par 10. Ça forme une unité. Pour avoir plus d'espace, vous pouvez empiler plusieurs unités. Donc, ça part de 2U, 3U, 6U et 12U. La question qui se pose maintenant, comment choisir le nombre d'unités nécessaires pour un satellite? Qui a une idée? Voilà une présentation interactive. شنو رايكم؟ لا يا اخويا ما تماش انتراكتيفيتي. Dictature. Ben, donc, c'est simple. En fait, c'est beau d'envoyer un satellite en espace, mais le satellite, il doit exécuter une mission bien spécifique. Donc, la mission, elle a des contraintes au niveau dimensionnel et au niveau énergétique. Et bien sûr, radiofréquence, bande, bitrate, etc. Donc, on choisit la mission. À partir de la mission, on va choisir la plateforme adéquate et nécessaire pour le satellite. D'accord?
Venons maintenant au projet Challenge One, le satellite tunisien. Donc le projet, il a commencé en 2016. Le projet, il a commencé en 2016 avec un programme qui s'appelait Quick Access to Space. C'était un programme en collaboration avec Airbus Safran Launcher. Donc Airbus Safran Launcher, elle a décidé de lancer un programme pour permettre aux pays du Nord-Afrique et du Maghreb de se lancer dans l'espace. Ils ont choisi parmi ces pays la Tunisie, et en particulier, ils ont choisi Telnet. Pourquoi? Parce que Airbus Safran Launcher, il fait partie de nos clients. Donc, ils savent déjà notre expertise et ils ont fait appel à nous. Le programme, il a commencé, mais par la suite, il n'a pas abouti et Airbus Safran Launcher a décidé d'arrêter le programme et de ne pas continuer. La direction générale de Telnet, après avoir formé l'équipe qui a fait des formations et qui s'est engagée dans ce programme, elle a décidé de continuer tout seul. Donc du coup, ils ont continué le projet et ils nous ont donné la responsabilité de choisir la mission. La mission, elle doit être complexe, innovante et réalisable. Donc c'était ça les trois contraintes. Donc on a choisi de faire de l'IoT dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il y a 90% presque du globe qui n'est pas couvert par le réseau de télécommunications habituel. Donc ça nous est venu l'idée de faire, au lieu de mettre des BTS ou bien des relais pour couvrir tout cet espace perdu, on met quelque chose qui tourne autour de la Terre et qui collecte les données. D'où vient la décomposition suivante. Donc le projet Challenge One, il se décompose en trois parties élémentaires. La première, c'est le satellite en lui-même. La deuxième, la station radio pour pouvoir communiquer avec le satellite et échanger les données. Et la troisième, c'est les terminaux IoT qui vont émettre les signaux et émettre les données vers le satellite. Je vous laisse avec cette vidéo. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Maintenant, vous pouvez. Maintenant, vous êtes connectés et partout dans le monde. Pour illustrer ce qui est possible, les ingénieurs et experts de Telnet œuvrent pour obtenir une vision réaliste de comment la connectivité globale pourrait être déployée et de ce qu'elle pourrait permettre. D'ici 2023, plus de 70 milliards d'objets IoT, Internet of Things, ont besoin d'être connectés via des identifiants uniques pour transmettre et recevoir des données utiles de façon régulière et en toute autonomie partout dans le monde. Sauf que 90% de la surface de la Terre n'est aujourd'hui pas couverte. Ce sont les zones blanches. La solution, la puce IoT proposée par Telnet et son concept de réseau satellitaire pour assurer du Space for IoT ou comment utiliser efficacement l'espace comme une passerelle de communication accessible pour transmettre les données utiles aux habitants de la Terre. C'est l'IoT du futur. C'est la première fois au monde que le protocole de communication LoRa, destiné à la base pour des réseaux terrestres, est appliqué dans l'espace, quadruplant ainsi les possibilités de connectivité et diversifiant les usages. Cette prouesse technologique, cette première mondiale, est la mission principale du lancement historique du premier satellite tunisien Challenge One. Satellite conçu et développé à 100% par des compétences tunisiennes, from design to production, une fierté pour tous les ingénieurs experts et dirigeants de Telnet, pour la Tunisie, pour sa région. Le concept de
l'IoT du futur de Telnet, sans satellite Challenge One et sans projet de constellation de satellites, ainsi que le système innovant de localisation et de collecte de données, seront l'un des premiers systèmes IoT par satellite dans le monde et le seul qui supporte le protocole LoRa dans l'espace. Ces solutions spatiales proposées par Telnet permettront de connecter de nombreux domaines tels que le transport, la supervision, la pêche, la sécurité et la logistique en mer et bien d'autres activités en intelligence artificielle et de la vie de tous les jours. Ce concept d'IoT du futur va libérer le potentiel humain et accroître les usages. Telnet, connecter la population à sa planète. Terminaux, donc IoT, avec une modulation LoRa qui émettent des signaux vers le satellite. Dans le satellite, il y a une gateway LoRa qui collecte ces signaux et qui les enregistre dans une mémoire non volatile. Par la suite, quand le satellite il passe au-dessus de la station radio, il va rapatrier ces données qu'il a enregistrées. Et bien sûr, après la station radio, on utilise ces données-là pour les afficher à l'utilisateur final dans des plateformes web, mobiles ou autres. Bien sûr, la station radio aussi, elle a un rôle d'envoyer des télécommandes au satellite, vérifier l'état de santé du satellite et bien sûr télécharger les données de la mission. Sinon, on peut aussi envoyer des télécommandes qui sont destinés aux terminaux LoRa, c'est-à-dire le chemin inverse. Là, on vient à la partie la plus intéressante, donc la composition du satellite. Comment il est composé, un CubeSat? Bien sûr, cela dépend de la mission aussi. Donc, avec la mission, on va choisir les composants du satellite. Là, on prend l'exemple de Challenge One. Donc, je divise les sous-systèmes en deux parties. Moi. La première partie, c'est la partie élémentaire pour le bon fonctionnement du satellite en orbite. Et la deuxième, c'est pour exécuter la mission du satellite. Pour la partie élémentaire du bon fonctionnement, on trouve le système qui s'appelle EPS, pour dire Electrical Power System, ou bien PSU, Power Supply Unit, ou PSS, PSU ou bien EPS. Donc ça, c'est un système qui gère la production de l'énergie électrique à travers les panneaux photovoltaïques, qui stocke cette énergie dans des batteries et qui distribue l'énergie vers les autres sous-systèmes. Donc c'est lui qui fait la gestion énergétique du satellite. Par la suite, il y a le système de télécommunication. Donc c'est lui qui gère la communication point à point avec la station radio. Dans ces systèmes de télécommunication, il y en a plusieurs. Il y en a des systèmes à faible débit, et il y en a des systèmes à haut débit. Donc cela dépendra de la mission. Ce n'est pas comme faire une mission en IoT, comme faire une mission d'observation de la Terre. Observation de la Terre, elle nécessite une bande passante très élevée. Donc c'est pour cela on trouve des systèmes qui partent de l'UHF vers la bande X. Donc tout dépend de votre besoin. Le système le plus important, c'est ADCS. C'est pour dire Attitude, Determination and Control System. Le satellite, lors de sa mise en orbite, il tourne sur lui-même. Des fois, on se trouve avec des missions qui nécessitent un bon pointage vers la Terre. Pourquoi? Par exemple, dans notre cas, nous avons des antennes ici qui sont des antennes directives. Des antennes avec une polarisation circulaire et directive. C'est des antennes IoT qui opèrent sur la bande 868. Donc ça, c'est impératif d'avoir les antennes orientées vers la Terre. La question qui se pose,
comment on va faire l'orientation de satellite. Déjà, avant de faire l'orientation, comment on va déterminer son orientation? On est dans l'espace, on ne connaît pas. Là, sur Terre, il y a plusieurs paramètres avec lesquels on peut savoir la direction d'une voiture ou d'un drone. En espace, on utilise une panoplie de capteurs. Donc, le premier, c'est un magnétomètre pour avoir le champ magnétique terrestre, son intensité et sa direction. Le deuxième, c'est un capteur soleil pour avoir la direction du soleil. Donc, ces deux capteurs, ils vont nous donner deux axes. Ils vont donner la représentation du satellite par rapport à ces deux axes-là. Le troisième, bien sûr, c'est avec la règle de la main droite, on dégage directement l'orientation par rapport à ce troisième axe. Une fois on a déterminé l'orientation par rapport à l'orbit frame, ce qu'on appelle, c'est le repère orbital, on décide comment on va orienter. L'orientation, elle se fait avec des roues à réaction. En anglais, c'est reaction wheels. Ça vient, le principe, c'est simple, par le principe fondamental de la mécanique. Toute action, elle engendre une réaction. Donc, du coup, les roues, on augmente les vitesses. L'augmentation de la vitesse, elle va engendrer une accélération. Cette accélération, elle va engendrer une réaction qui va s'opposer à cet effet d'accélération. Donc, la composition de 3 roues sur 3 axes, ils font tourner le satellite selon une orientation bien définie et bien choisie. Par la suite, il y a la structure métallique, bien sûr, pour empiler tous les composants et tous les systèmes embarqués, et la partie payload. Nous, dans notre cas, vu que nous avons choisi une mission IoT, nous avons embarqué une gateway, LoRa, plus une carte de stockage de données. Voilà quelques représentations des cartes électroniques. Donc la carte LoRa Gateway, c'est Mohamed. LoRa Transceiver. Donc LoRa Transceiver, c'est un modem qui communique point à point avec un autre au niveau de la station radio. SDR, c'est pour faire un scan des signaux environ autour du satellite. Et là, c'est une petite caméra pour avoir juste des images temporaires. Ici, on représente donc les missions possibles. Donc, comme j'ai déjà expliqué la mission principale du satellite, donc il n'y a pas en fait une liste exhaustive de use cases. Vu que la gateway, elle est générique et elle accepte tous les signaux LoRa. Donc, il faut juste faire le travail au niveau sol et par la suite, on peut faire n'importe quelle application. Les configurations, donc là, il y a une configuration de mission. Donc, les devices IoT, ils ont un seul sens de communication avec le satellite. Le deuxième, c'est à travers un concentrateur. Donc, un concentrateur et un champ de réseau de terminaux IoT qui émettent vers le concentrateur et reçoivent des données. Et le concentrateur, lui, il émet ces données-là et il récupère des télécommandes au niveau du satellite. La troisième, c'est directement avec les devices IoT. Donc, on émet et on reçoit à travers les devices IoT en intercalant, bien sûr, le satellite. L'orbite. Ça, c'est très important. Donc, nous, l'orbite, c'est une orbite polaire. Ça s'appelle Sun Synchronous Orbit, SSO. Donc, c'est une orbite basse. Elle est située à 550-590 km. Donc, les orbites, ils partent en basse, ils partent de 350 km jusqu'à 2000 km à peu près. Donc, nous, notre satellite, il est à 590, mais actuellement, il est à 390 km d'altitude. La question qui se pose déjà, pourquoi il a perdu d'altitude? 2, comment le satellite il peut maintenir une orbite fixe, vu qu'il n'a pas de système de propulsion? C'est ça la question fondamentale.
En fait, c'est simple. Je donne un exemple. Si on tient un sou, on le relie avec un fil et on fait tourner le sou à partir de ce fil-là. Donc, il y aura un effort qui va pousser et tendre ce fil-là. Par le principe et les lois de Newton et de Kepler, ils disent que deux objets de masse différente, ils ont tendance de s'attirer l'un vers l'autre. Le satellite, sa masse, elle est négligeable devant la masse de la Terre. Donc, la Terre, elle va essayer de l'attirer vers elle. D'où on a besoin d'un effort qui va s'opposer à cet effet attractif. D'où vient la vitesse de satellisation? La vitesse du satellite, elle est de l'ordre de 7,8 km. Qui imagine l'unité? Pas seconde. C'est trivial. 7,5 ou 7,8 km par seconde, ça équivaut à presque 26 000 quelques poussières kilomètres par heure. C'est juste pour donner, parce que nous, on connaît les kilomètres par heure plus que les kilomètres par seconde. Cette vitesse-là, elle va engendrer un effort centrifuge qui va s'opposer à l'effet attractif. D'où le satellite, il va maintenir une orbite. Mais normalement, d'après ce qui se passe sur Terre, après un certain moment, il va tomber, il va perdre cette inertie. Or, en orbite, il n'y a pas de l'air, donc il n'y a pas de frottement. Donc du coup, le satellite, il va maintenir cette orbite. Et pourquoi il va perdre de l'altitude dans le temps? Parce qu'il y a des dragues solaires, ce qu'on appelle, qui vont frapper le satellite. C'est pour cela, la dégradation, elle est très lente. Donc on parle d'une durée de vie de 5, 6, 7 ans. Tout dépend aussi de l'utilisation du satellite et de la forme du satellite. Donc, cette orbite-là, elle fait un tour complet autour de la Terre en 90 minutes. C'est-à-dire, le satellite, il fait 14 tours par jour. Il y a un passage régulier d'un point géographique donné 4 fois par jour. Cette orbite, les avantages, c'est l'exposition solaire, elle est réduite par rapport aux autres orbites, et le coût de fabrication, il est réduit parce que l'exposition solaire, elle est réduite, donc on ne doit pas utiliser des composants qui sont très chers. Donc on va utiliser des composants bon marché et qui fonctionnent normalement en orbite. سامحني أستاذ. Je vous laisse avec cette vidéo-là pour vous expliquer de l'ensemble. Comment mettre un satellite en orbite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
et logiciels. Donc, les features de ces terminaux, ils sont dotés d'un GPS, donc ils peuvent connaître la position. Ils sont dotés d'un data acquisition, c'est-à-dire ils peuvent interconnecter n'importe quel capteur. Ce sont des nœuds génériques. Et l'option la plus importante, c'est la prédiction. Ces devices IoT, ils prédisent les passages et les heures de passage des satellites. Donc, en dehors des passages du satellite, ces devices IoT, ils restent inactifs. Ils s'activent qu'au moment de passage pour envoyer les données élémentaires et nécessaires. Bien sûr, ils sont dotés avec la communication LoRa. Ici, c'est un petit exemple par rapport à une application avec ces terminaux. Donc, c'est une application de tracking. On enregistre différents points de déplacement et par la suite, quand le satellite il passe au-dessus de ces terminaux, il lui transmet ces informations-là. Ça, c'est l'écran de tracking du satellite. Ici, on montre combien de temps il reste pour que le satellite y part, le next passage, ça sera quand, etc. Ici, c'est une étape très importante. Je vais parler de ces étapes-là et par la suite, on part à la deuxième étape. Pour lancer le satellite en orbite, il y a un travail d'ingénierie et il y a un travail administratif très important. Il y a tellement de certifications et d'autorisations à faire que ça devient une casse-tête. Donc, il y a des certifications à faire pour tout ce qui est télécommunication et autorisation pour émission radiofréquence, qui doivent être faites au niveau d'un organisme international. Il y a des validations mécaniques et vibratoires et thermiques. Donc, il faut les faire avant le lancement. Si l'un de ces tests échoue, le lanceur ne te permet pas de monter à bord de sa fusée. Pourquoi? Parce que le lanceur, il a peur et il est inquiet par rapport aux autres satellites. Parce que vous n'êtes pas les seuls embarqués dans cette fusée-là. La fusée, c'est comme un louage. Bonjour, je pars vers l'orbite X. Vous voulez monter? Oui, le kilo, il coûte $50 000. Venez. Donc un satellite de 3U, actuellement, c'est les prix actuels. Mais avant, en 2021, le prix du kilo, il était à $100 000. Donc le lancement d'un satellite 3 kilos, ça coûtait $300 000. Et les $300 000, si l'un de ces certifs échoue, tu payes quand même les $300 000 et ils mettent un modèle comme une réplique qui ne contient rien, juste elle a le même poids et la même répartition de masse que votre satellite pour équilibrer le satellite. Et aussi, c'est toi qui payes cette réplique. Donc là, le stress, c'est très élevé et il faut réussir ces tests-là. Donc là, c'est pour cela que nous avons fait cette photo-là. Cette image, elle montre l'approbation de l'intégration au niveau du lanceur, au niveau du ce qu'on appelle P-pod ou deployer. C'est ici, donc c'est le satellite, il est là. Moi, je suis là. Donc c'est le satellite. Là, c'est les partenaires et les agents de lancement. Ça, c'est la réussite du lancement. Lancer le satellite, c'est une chose. Réussir la mission, c'est une autre paire de manches. Nous, quand nous avons lancé le satellite, on est resté presque 4-5 jours sans aucune communication avec le satellite. Il y avait eu un événement en Tunisie, tout le monde fêtait le lancement du satellite, tout le monde était content, etc. Nous avons lancé le satellite. Moi, je disais, mais c'est pas notre travail. Moi, je suis pas content. C'est le devoir du lanceur. Quand même, il a pris $300 000 pour le mettre en orbite. Je suis content. Pourquoi? C'est son devoir. Donc, et on restait 5 jours sans communication. Moi, j'ai dit à l'équipe, ça, c'est notre travail. En fait, qu'après avoir reçu
les signaux du satellite. Donc, ça montre les premiers signaux UHF de la bande de communication pour échange TMTC avec le satellite. Ça, on l'a reçu après 4 jours, donc c'était un exploit pour nous et pour l'équipe de développement. Par la suite, il y a eu ces validations de la mission LoRa. Parce que comme on a dit, il est envoyé en espace, mais il doit faire quelque chose. Donc ça, c'est la première réception des messages LoRa. Et ici, c'est la première image prise par des œils tunisiens en espace. Voilà, c'est bon. Donc la Terre n'est pas plate. Bah, on ne sait pas. On sait. Non, réellement, par rapport à cette image, c'est moi qui a fait la prise d'image. C'est moi l'opérateur. J'ai opéré le satellite. Donc j'ai pris l'image et j'ai fait le téléchargement. J'ai téléchargé l'image et par la suite, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Les commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, j'ai douté moi-même que c'est une vraie image. C'est moi qui a... Mais non, c'est pas vrai. Tout le monde, non, c'est du Photoshop, non, c'est pas une vraie image, non. Pourquoi la Terre, elle est comme ça? Et nous, يعني شبيها الأرض مغطى هكا شوية. On a mis une lentille fish-eye. C'est comme l'igloo de l'avion. Donc du coup, la Terre, on est à 550 km et on a pris un peu excentré et n'est pas centré parfaitement. Donc du coup, شافوها الأرض ما عجبتهمش. C'était... والله ما عجبتهم. انا قلت لك بيدي جي شكيت قعدت نثبت في les fichiers que j'ai téléchargés, c'est bien ça ou non. Donc là, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, là, je vais parler du space. Oui, c'est pas... Oui, moi je veux ça. Mais... c'est pas dans Non, monsieur le dictateur, s'il te plaît, 2 questions. Des petites questions peut-être. على خاطر انت déjà عندك الكتاب donc ما يصيرش. Donc 2 petites questions. C'est bon, D'accord. Première question concernant la nature des applications real-time qui, d'après ce que j'ai compris, seront plus ou moins écartées par rapport aux satellites. Est-ce que c'est vrai? Je pense là, on perd beaucoup parce qu'il y a une très grande partie d'applications real-time qui ne pouvont pas être servies par ce scénario-là. Deuxième question, si le satellite il est à 500 et quelques kilomètres, la limitation aussi du range LoRa, d'après les docs, ils disent 15 km. Comment vous avez fait pour arriver à 500 km? Merci. نجاوب على الاولى وانت جاوب على الثانيه. باهي نقسموهم. Par rapport à la limitation du temps réel, oui, c'est vrai, mais c'est dans le cas d'un seul satellite. Quand on envoie un seul satellite, on a 4 passages journaliers. Imaginons si on multiplie ces satellites par 30, voire 40, fois 60, voire des milliers, comme Elon Musk. Elon Musk, il propose de l'Internet au débit continu. C'est-à-dire, c'est du temps réel parfait. Tous les satellites, ils intercommuniquent entre eux et par la suite, ils rapatrient les données à la station radio. Le plus proche de la station, il va rapatrier. Donc, Elon Musk, il propose des mini-stations qui sont dotées d'une technologie très forte par rapport aux antennes et changements de polarisation pour traquer le satellite lors de son passage. C'est ce que j'ai demandé à M. Fathi Choubani, on doit le faire. Donc je ne sais pas où on est arrivé, mais on l'espère. La deuxième question, c'est pour toi, Mohamed. Merci, c'est Makram. Donc vu que j'étais au début le responsable de développement de la partie IoT. Et la partie IoT, évidemment, c'est la communication entre l'objet et le satellite. Donc on a cherché quel moyen de communication va permettre de communiquer, de faire communiquer un petit objet de reduced power, énergie, avec des objets qui sont à quelques centaines de kilomètres. Donc les choix, c'était, on a eu
une expérience. J'ai oublié qui a fait l'expérience, mais C'est l'entreprise mère, c'est Semtech. Semtech. Donc c'est le propriétaire de la modulation LoRa en France. Il est basé en France. Donc, c'était quoi? C'était lancer un ballon à un line of sight et laisser un objet diffuse l'information et on mesure le signal. À chaque fois, on capte le signal. Donc, on est arrivé à capter le signal en line of sight, en visibilité directe, jusqu'à 700 et quelques kilomètres. En mode 750 kilomètres en Et visibilité directe. Juste, tenez-vous bien, je rajoute quelque chose. Oui. Nous avons pu atteindre 2500 km. Les 15 km dont il parle, Les 15 Non, kilomètres, c'est les sur 15 Terre. km, c'est la il faut, courbure de la voilà. Terre. C'est la Et courbure de c'est- la Terre qui limite. C'est dans des zones urbaines. Aïe. Il y a beaucoup d'atténuation. Il y a beaucoup de perturbations. Là, la ligne, elle est vide. Oui. Tu Line- pars directement line of à sight. l'espace. Oui. Donc le path loss, il est très faible. Et si tu ajoutes quelques dB, là, LoRa, pourquoi ils disent 15 km? C'est pas LoRa en fait. C'est la réglementation de la bande ISM. Et c'est LoRaWAN qui régule ça. Et elle limite la puissance à 14 dB sortie du terminal, plus un pire avec l'antenne et tout, à 16 dB. Si tu pars à 30, on a réussi à atteindre 2500 km. ما خليتنيش نجاوب. Ah, Oui, c'est exactement ça. C'est la nature de la modulation. Ça veut dire la modulation en variation de fréquence. LoRa, c'est une modulation très robuste en évanouissement de parcours. Donc, on peut vraiment atteindre des distances très, très longues. C'est cette modulation, la façon de coder les symboles, etc. Oui, c'était ça. Ah, OK, au message. Donc, ça y est, c'est fini. Oui. Là, là, ça y est, c'est Ahmed. خاطر باش يكمل Au payload, par rapport au payload, LoRa, est-ce que vraiment aussi c'est une limitation parce que chaque IoT va émettre plus ou moins 1 byte, etc. Est-ce que par rapport à des devices qui ont vraiment un besoin assez poussé en sampling rate et en data size, ça pose aussi une limitation? Et c'est la dernière question. En fait, tout dépend. Si là, on parle du protocole LoRaWAN. LoRa, la couche physique, elle te permet d'émettre dans un seul message 254 octets. Un seul message, il peut porter ça. En LoRaWAN, vous êtes limité à 58 octets. Ça, c'est le protocole. Nous avons éliminé LoRaWAN. On est resté avec LoRa. LoRa, ça, c'est bien. C'est la couche physique, on a besoin de la couche physique. Parce que les caractéristiques dont Mohamed a parlé, LoRa, on est capable de décoder un signal enfoui dans le bruit, avec des SNR négatifs. Ce qui n'est pas le cas avec les modulations FSK. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi LoRa. Exactement. Là, la question plus importante, c'est au niveau des collisions et des interférences. Parce que le satellite, quand il passe avec son antenne, il fait une couverture de presque 5000 km. Il couvre, par exemple, la Tunisie et une grande partie de l'Algérie et de Libye en même temps. Donc, si vous avez sur cette footprint un bon nombre de devices qui émettent au même instant, vous risquez de ne pas recevoir aucun message. Ça, c'est garanti. Parce que les messages, ils vont colliser, etc. Donc ça, c'est des sujets de recherche qu'on est en train d'étudier et qu'on est en train d'évaluer. Ce n'est pas que nous, même les grosses firmes qui utilisent du LoRa, comme la Kuna Space ou autres, ils sont en train d'utiliser les performances déjà du protocole LoRaWAN en espace, et déjà, ils essaient de proposer des nouveaux protocoles pour corriger et réduire ces problèmes de collision. D'accord? On ne prend pas une autre question? نجم نخليها الغدوة الحية. La deuxième partie, si tu veux. وقت ناخد ديك شبيه قصد هذا. Ça s'est coupé. Des questions, معناها, tu veux. Comme tu veux.
Juste, on a deux slides, on a des questions. اوكي vas-y. استنى just اوكي Test. C'est bon. Ben, je vais juste présenter brièvement ces deux slides donc, qui parlent du Space Capacity Building Programme que Telnet propose. Et demain, je détaillerai tout le programme. Donc là, nous proposons à nos clients et partenaires, nous n'aimons pas trop le mot client. Allô? مش مستانس بيه. Test. Allô? Oui, ça c'est mieux. Donc déjà, les axes stratégiques des travaux de Telnet. Principalement, c'est faire une constellation de satellites en se basant sur des marchés clients. C'est-à-dire, on fait joindre avec nous des partenaires afin d'atteindre cette constellation dont je parlais tout à l'heure. Deuxièmement, faire des laboratoires dans l'espace, des laboratoires spatials sur Terre, que ce soit pour des écoles d'ingénieurs ou bien pour des écoles primaires ou autres. Troisièmement, c'est faire des démonstrateurs et montrer aux clients comment il peut faire du chiffre d'affaires à partir de l'espace. Donc les modules qu'on les propose, ils sont 5. Le premier, c'est le Space Training. Donc on fait du transfer of know-how, on fait apprendre à l'équipe du client comment concevoir, comment fabriquer et comment lancer un satellite dans l'espace. Cette proposition n'existe chez aucun autre concurrent. La deuxième, c'est des satellites clés en main. 2 satellites clés en main, un pour l'observation de la Terre et le deuxième pour l'IoT. Troisièmement, c'est l'installation de la salle de contrôle avec la station radio. Quatrièmement, c'est la mise en place du laboratoire spatial. Et cinquièmement, c'est les démonstrateurs en liaison avec ces satellites-là. Donc c'est ça, les propositions commerciales, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de vendre. Donc c'est bon pour Space Capacity Building Programme, on continuera demain. Mais ce qui a des questions déjà par rapport à la partie, les deux parties. Bon. اوكي est-ce que D'autres vous avez- questions? Ouais. OK. Merci beaucoup. Moi, je tiens à vous féliciter et je félicite la Tunisie pour cette réussite. Bravo. Ma première question, c'est, j'ai pas bien compris l'architecture. En fait, la connexion entre le terminal LoRa et le satellite, c'est à travers le protocole LoRa. Mais ce lien avec la station radio, c'est quoi son rôle exactement? C'est déjà avoir une idée par rapport à l'état de santé du satellite. 2, lui envoyer des télécommandes pour qu'il exécute des missions bien définies et il fait des choses bien définies. Troisièmement, c'est rapatrier les données qu'il a enregistrées. Donc là, on commence par émettre le signal, ici. On le reçoit au niveau du satellite et par la suite, on va retransmettre ça à la station radio. Donc, Imaginons, dans le réseau classique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le terminal IoT, on est bien d'accord. Il y a la gateway, qui est LoRa. La gateway, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une passerelle. Elle va prendre d'un réseau pour le mettre dans un autre réseau. Donc le premier réseau, c'est LoRa. Le deuxième, c'est l'Internet. C'est ce qu'elle fait. Donc, elle injecte ces données dans un serveur applicatif. Donc là, c'est la gateway. Et ici, c'est l'Internet. Ici, c'est le serveur applicatif. Donc, dans cette partie-là, il y a tout ce qui est application et gestion de données, traitement, intelligence artificielle, etc., etc. donc on peut dire que c'est la partie back-office de... C'est rapatriement de données et Et la affichage à connexion, l'utilisateur. entre le satellite et la station radio, C'est de l'UHF 401, c'est une modulation GMSK.
Donc c'est pas le VSAT, Non, c'est pas la même chose. non. Pas le même protocole. D'accord. Une dernière question, c'est vous avez dit qu'avec le temps, le satellite perd de l'altitude. Il y a un moyen pour le ramener à son orbite ou vous laissez les... Oui. C'est ce que vous faites Oui. actuellement? Non. 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 Vous laissez tomber. Oui. Parce que déjà, c'est simple. Pour mettre un système qui le ramène dans son orbite, il faut avoir plus d'espace. Il faut passer à des dimensions supérieures, avoir plus de poids, qui va gonfler la facture. Au lieu de 300 000 $, ça sera 600 000 $, et ainsi de suite. Donc, il y a des propulseurs destinés pour les CubeSats pour corriger l'orbite. Mais nous avons choisi de ne pas mettre ça. Donc ça veut dire que dans 5 ans, il n'est plus dans le... Oui. Il ne sera plus opérationnel. Oui. En fait, il entre en orbite, il entre en atmosphère, pardon, et il se désintègre intégralement. Automatiquement. Il se brûle, il ne reste rien. Là, actuellement, il est à 390 km. Oui, oui, oui. C'est déjà avec إرادة ربي معناها c'est la protection que Allah a créée pour nous. Sinon, رانا نموتوا الكل. Il faut qu'il orbite à une très grande vitesse pour lorsqu'il entre, il se brille. Okay. Donc, ils n'ont pas... c'est-à-dire pour propulser ولا باش تعمل معناها سكوتي moteur à gaz ou quelque chose. Le propulseur, il coûte juste le propulseur, parce qu'on ne va pas les créer, nous, bien sûr. Il coûte 50 000 $. Le propulseur, lui seul, hein, sans ajouter l'ingénierie et le travail d'intégration, etc., etc. Et le prix du lancement. Non, géostationnaire, c'est autre chose. Ah, c'est une bonne réflexion. Pourquoi déjà on appelle un satellite géostationnaire géostationnaire? Est-ce qu'il est fixe? Il n'est pas fixe. Voilà, il tourne à la même vitesse que la Terre. Donc d'un point géographique donné, on le voit fixe. Mais réellement, il fait un tour chaque 24 heures. Ok, on prend une autre question et on part à Zoumalekna fil Haf. Ok, donc, mais on ne doit pas beaucoup parler des satellites ou la physique de tout ça là, à la présence de Sinaji Youssef. C'est notre professeur de satellites. Après, donc, Sir Hafid, donc vous référez M'bad Sinaji. C'est mon professeur, donc M'bad, il va vous expliquer. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. خلي ارفع ايده قبلك. Dictature, Mohamed. Après le lancement du satellite, pourquoi il y avait quelques jours sans contact? Est-ce que c'était un résultat prévu ou Oui, c'est une bonne question. En fait, comme j'ai dit, on ne part pas seul dans la fusée. Donc, il y en a presque une cinquantaine de satellites. Ces cinquantaines de satellites, ils sortent au même instant presque. Ils sont différés de quelques secondes. Donc, du coup, dans les outils d'estimation et de prédiction, vous allez trouver plusieurs satellites. Ces plusieurs satellites, vous pouvez traquer un faux satellite qui n'est pas le vôtre. Réellement, au niveau de la station radio, vous avez une antenne directive qui est très directive avec une ouverture très faible, c'est-à-dire de l'ordre de 40 degrés d'angle d'ouverture. 1-2 secondes de retard, ça fait une erreur au niveau de prédiction, au niveau de l'angle de prédiction, à peu près de 10 degrés, 10 voire 20. Avec une puissance faible au niveau des satellites, ces petits satellites, vous ne recevez pas de signal. C'est normal. Donc, et déjà, on avait un petit problème au niveau de la station radio. Elle n'était pas très bien calibrée. On a dû rajouter une autre antenne pour augmenter le gain de réception, etc. Et le satellite, au niveau de l'espace, il avait une puissance un peu faible par rapport aux autres. Donc, du coup, c'est ce qui a permis de ne pas avoir les signaux convenablement. Yes. Bon, je vais vous poser une question concernant la trajectoire du satellite. D'accord? Donc, vous avez évoqué que c'est une trajectoire polaire.
Donc, polaire, ça veut dire un rayon avec un certain angle, θ. D'accord, donc c'est une trajectoire circulaire. Mais est-ce que c'est la trajectoire optimale vu que le globe terrestre il est un peu elliptique? Vous voyez, donc on a deux rayons, deux plutôt valeurs, A et B. Donc le choix de la trajectoire, comment elle a été effectuée? En se basant sur quoi? Pour avoir un signal optimal pour faire face à les problèmes que vous avez évoqués. D'accord. أنا في السؤال هذا عندي زوج إجابات. الإجابة الأولى اللي هي الواقعية والحقيقية، اللي هي إحنا ما نختاروا حد شيء. سي اللونسور اللي هو يختار. أنت بالنسبة ليه vous êtes une charge utile secondaire. Les CubeSats, c'est des missions secondaires. La fusée, elle part pour le gros satellite. Les macro-satellites qui pèsent des tonnes. Eux qui ont dépensé des millions de dollars pour la fusée. Nous, on a dépensé quelques mille dollars. C'est rien du tout. Donc, une des fusées, le lanceur, il dit, j'ai 7 configurations d'orbite. C'est à prendre ou à laisser. ما تنجمش تدخل معهم communication ولا tu choisis ولا. Il y a la configuration, vous la prenez ou vous la laissez. Et parmi les 7, quelle était C'est la seule. Il n'y a pas d'autre. Tous les lanceurs, ils proposent une orbite synchronous orbit avec des temps différés de sortie. Donc, il y a l'angle qui est 97 degrés par rapport à l'équateur, donc, et une altitude qui varie entre 500 et 590 km. Donc, c'est le seul paramètre que vous choisissez, c'est l'altitude. Vous pouvez être à 510, 520, 550, 590, c'est tout. Le reste, non. Pour la partie scientifique, c'était exprès le choix de l'orbite polaire. Parce que nous, on veut faire la couverture de tout le globe. Donc, impérativement, il nous faut une orbite polaire. Parce que les autres orbites, ils ne couvrent pas toute la Terre. Si on prend l'exemple de l'orbite équatoriale dont l'angle d'inclinaison par rapport à l'équateur est égal à 0, elle va couvrir que la partie de l'équateur. Donc nous avons besoin d'une orbite qui couvre toute la Terre. Donc c'est pour cela qu'on l'a mis en orbite polaire. Et la Terre, elle est en train de tourner. Et même le point géographique dont vous avez évoqué, c'est choisi aussi. Non, les points géographiques, c'est par rapport à, comment dire, à nos implémentations géographiques. Nous avons un bureau à Moscou et nous avons nos bureaux à Tunis. Donc déjà, nous avons installé les stations radio à Tunis et à Moscou pour recevoir le satellite. Donc ce n'est pas un choix, c'est par force, mais par la suite, pour les terminaux IoT, c'est n'importe où dans le monde. Ça porte peu, c'est-à-dire on peut faire les tests soit en Amérique latine, Amérique du Nord, France, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, c'est toujours la même chose à peu près. Merci. Je vous en prie. في الحافلة عنا أسئلة ولا معناه؟ Je pense pas, je ne sais pas, je vais voir. ثبت كان عندنا ما كانش نحط الفيديو. اوكي الفيديو ديجا انت ما عادش عندك وقت برشا. الاخر محمد باش نخرب عنا على التحديد. Non, il n'y a pas déjà. Je parle d'un mouvement. Donc ça, c'est juste le mouvement. Ça, c'est une application pour le monitoring des barrages à Tunis avec la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, DGBGTH. Et ça, c'est le dashboard en liaison pour le monitoring des barrages. Ça, c'est la station météo. Ça, c'est une autre station météo qui a été installée à El Marj. C'est une zone à Bousselm. C'est une parcelle agricole qui fait de la propriété de l'INGC, Institut national des grandes cultures, qui est notre partenaire. Et nous avons installé cette station et nous avons fait
une démonstration live, je ne vais pas la mettre ça. Ça, c'est une application qui s'appelle Safe and Rescue. Je vais vous montrer ça demain lors du workshop. On va faire les tests en labo ici. Même si vous pouvez aussi visiter le stand aussi, nous pouvons le faire après les présentations et lors. Hein? Aujourd'hui aussi, c'est possible. Oui, c'est tout le temps possible. Donc, on est juste là, vous sortez, on est à gauche. مرحبا بكم. هذا dashboard en liaison. Ça, c'est une autre application. Ici, c'est c'est les installations qu'on a fait chez un client en Afrique. Donc ça, c'est le kit éducatif. C'est une simulation de la Terre avec un petit satellite qui est installé ici. Ça intéresse Hafid déjà. C'est Hafid déjà, c'est ça. عسلامة سي حافظ. لاباس مرحبا تفضل بحذايا من بعد انا هوني جوست في الدور هذا. Ça c'est la station radio. Donc ici c'est la station radio. Ici c'est les terminaux AETRI qui ont été livrés. Ici c'est un modèle d'ingénierie en 6U pour l'observation de la Terre qui a été livré aussi. Et quelques matériels aussi pour prototypage, imprimante 3D, une fraiseuse numérique, etc. Ça, c'est la station radio au niveau du toit. Donc, c'est la partie de réception et de tracking. Ça, c'est la salle de contrôle. Donc, d'ici, il contrôle le satellite. Ben, oui, يا محمد فيديو متاعي وين؟ باهي ما عنديش ما عطيتها لكش يا استاذ الحافله ما عطيتها لكش اي صحيح ما يسالش مش مهم. Donc on va finir avec la vidéo qui récapitule tout le projet. كازاخستان. بعد 3 أيام من الآن سيصادف عيد استقلال تونس. هكذا يذكر التونسيون تاريخ 20 من مارس، لكنهم عن قريب أيضا سيضيفون ذكرى ثانية لهذا اليوم، وهي ذكرى
إطلاق أول قمر صناعي عربي إفريقي يتم إرساله إلى الفضاء. C'est un petit pas pour l'aérospatial, un grand pas pour la Tunisie. Le premier satellite 100% tunisien destiné à l'Internet des objets connectés a été lancé ce matin dans l'espace. Ça y est. من قبل الكفاءات التونسية من شركة كلمات المتخصصة في صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية. La Tunisie qui a lancé son premier satellite 100% africain. Ce satellite de la société Telnet bénéficie du soutien de la Russie. Avoir un satellite à cette couleur est une chose devenue courante. 11 pays africains en possèdent déjà. En revanche, maîtriser de bout en bout la conception, le fonctionnement et l'exploitation des données est une autre paire de manches. Et dans ce domaine, Telnet peut se vanter à juste titre d'avoir marqué les esprits. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas, ça a coupé. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ça a été un peu constructif et que la présentation vous a plu. Sinon, pour vos questions, on est toujours disponible. Oui. Merci. Donc merci, c'est Makram.